je voudrais vous poser une question, puisque vous avez de multiples fonctions, c'est-à-dire que vous avez aussi de multiples expositions. Donc, de quelle façon l'exposome, puisque c'est le cœur de notre sujet aussi, de quelle façon l'exposome vous le retrouvez dans les environnements de vie de votre circonscription, mais aussi au niveau national? Alors, ouais, mais ce concept d'exposome qu'il faut prendre le temps d'expliquer. Attendez, juste, je voudrais dire que je vous demande des réponses assez rapides parce que cette question-là, je vais la poser aussi aux autres intervenants. Mais cette notion d'exposome, donc, qui est définie comme étant l'intégration sur la vie entière de l'ensemble des expositions qui peuvent influencer la santé humaine, c'est en gros comme ça que c'est défini. Finalement, on le retrouve dans nos modes de vie, dans l'air que nous respirons. Alors moi, je regarde plutôt avec le côté air. Évidemment, il y a aussi les rayonnements, etc. Mais donc, le côté de ce que nous respirons, aussi bien en environnement intérieur qu'extérieur. Et j'insiste sur la problématique de l'air intérieur qui est extrêmement importante. Quand on est en milieu rural et à la fois urbain, comme ce qui est le cas de ma circonscription, donc au sud du département du Rhône, au sud de Lyon, dans le Rhône, il n'y a pas que Lyon, il y a aussi tout ce qui se passe autour, milieu très rural. Dans ce milieu très rural, dans lequel moi j'ai eu la chance de grandir, on a des expositions qui sont certes un peu différentes de celles qu'on peut avoir en milieu urbain, mais qui ne sont pas négligeables non plus. On a par exemple l'exposition à l'ozone, donc en période chaude, comme on a les oxydes d'azote qui viennent des grands axes urbains ou autoroutiers qui passent pas loin. Et donc, on a toute cette qualité d'air extérieur, et puis on a aussi, évidemment, donc la qualité de tout ce qui est air intérieur. Et comme je disais tout à l'heure, l'air intérieur, c'est un sujet majeur. Donc voilà, je ne peux pas aller plus loin pour ces sujets-là, sachant que quand je pense à l'air extérieur, on pense aux particules fines, on pense aux oxydes d'azote, etc. Il ne faut pas oublier non plus la problématique des pesticides dans l'air, notamment quand on est en milieu rural. Vous voyez, donc je pense que dans cette notion d'exposome, il y a vraiment cette accumulation dans le temps et dans l'espace, dans le temps de notre vie et dans l'espace, c'est-à-dire dans tous les espaces avec lesquels on se trouve, donc de ce que l'on peut respirer. Et ce qu'il faut faire, bien sûr, partout, c'est réduire cette exposition de la population à ces pollutions, parce que lesquelles pollutions, nous en sommes tous à la fois des victimes quelque part, mais nous en sommes aussi tous des responsables. Et je crois qu'on va y revenir et que Monsieur le député européen a sûrement beaucoup de choses à nous apprendre sur le sujet. Mais avant de passer à l'Europe, je vais d'abord passer à la ville de Strasbourg qui a redisparu, mais du coup, je vais passer à la ville de Lausanne qui est réapparue et qui, elle, ne nous a jamais quittés. Je vous donne la parole. Concernant le sujet de l'exposome, dans le cadre de la communauté urbaine dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous travaillez, dans laquelle vous vous impliquez. Merci, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir et un honneur pour une petite Suissesse d'être avec vous aujourd'hui. Peut-être très rapidement aussi, vous m'avez présenté, mais je dis juste 2 mots sur moi. Je viens de l'évaluation de politique publique. Effectivement, je suis politologue. Et puis, pour spécifier et poser le cadre de ce que je vais évoquer dans le cadre de cette table ronde, je viens, avant d'être élue d'une association de protection de l'environnement, j'ai présider une fédération, la plus grande fédération des consommateurs en Suisse, et je suis verte. Comme ça, vous avez l'ensemble du profil pour aussi positionner mon discours. Ceci étant dit, ah non, j'ai encore oublié quelque chose. C'est que mon maître à penser, c'est Jean Simos qui nous écoute, et il m'a tout appris dans plein de domaines, et surtout dans ce domaine dont nous allons parler aujourd'hui. Pour revenir sur la première question, j'ai essayé un peu de structurer et d'aller le plus rapidement possible pour les réponses. Je vois, ça fait 5 ans que je suis élue. Sur Lausanne, si on essaie de faire, pour bien parler français, un ranking par rapport à la question posée, je mettrai d'abord le bruit. Je pense que ça a été particulièrement aussi aigu pendant cette période de crise globale. Je mettrai ensuite l'air, que ce soit l'air extérieur ou l'air intérieur. Je pense que je me rallie à ce qui vient d'être dit par mon préopinant. On a assez peu
on a assez peu de liens ou de vision sur l'air plutôt intérieur, mais je le mettrai également avec l'air externe et la problématique des pollutions de l'air. Je mettrai en troisième chez nous tout ce qui a à voir avec les sols et je mettrai avec l'alimentation. Et puis, je mettrai en quatrième position les eaux avec toute la partie des micropolluants. Et puis, je finirai par là, c'est on va dire un dossier à part entière qui nous anime beaucoup en Suisse. Alors, je pense au niveau européen aussi, mais c'est toute la problématique de la 5G avec les rayons non ionisants. Et c'est comme ça, on a un peu le dispositif sur lequel ces 5 dernières années, on a travaillé, mais avec une focale assez aiguë ces 2 dernières années sur la 5G. Comme ça, on a un petit peu un portrait des exposomes justement sur lesquels on fait les liens avec ces quelques éléments que j'ai évoqués. Et puis, je crois qu'il y a une deuxième partie de questions sur laquelle on pourra illustrer en termes d'action publique ce que nous faisons. Donc, je m'arrêterai là pour laisser la parole aux autres. Alors, je vois que Françoise est revenue parmi nous. Françoise, je ne sais pas si vous avez pu suivre la conversation malgré la coupure visuelle que nous avons eue, mais je vous repose la question concernant les expositions, concernant la ville de Strasbourg, la façon sur laquelle vous pouvez les aborder et comment vous les avez abordées. On vous entend pas, Françoise? Allô? Au secours? Non, on n'entend pas. Je suis la seule à ne pas entendre. François. Alors Françoise, je crois qu'il y a encore un problème technique. J'ai l'impression que c'est compliqué. Vous devez installer vos écouteurs. Allô Françoise? Bon, je vais donner la parole à Françoise. Je n'entends pas. Enfin, moi, je n'entends pas. Non, c'est parce que Françoise. Est-ce que Monsieur Carême, vous pouvez prendre la parole? J'ai l'impression que là, il y a des interférences qui ne sont pas bonnes. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui. 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 Oui, moi je vous entends bien. Est-ce que tout le monde m'entend bien là maintenant? Oui, bonjour et merci, merci pour votre invitation. Je suis député européen aujourd'hui, mais ce n'est pas à ce titre-là que j'ai été invité, je pense, à votre table ronde. C'est plus pour parler de l'action politique et comment la prise de décision dans une commune se fait face aux situations de multi-exposition. J'ai bien entendu Jean-Luc Fugy tout à l'heure qui parlait des scientifiques et qu'il fallait tenir compte de ce qu'ils apportaient comme information. Et effectivement, moi, ça a été je me suis toujours appuyé sur ce que les scientifiques nous apportaient. Et quand on est dans une ville qui présente des difficultés sociales comme une commune comme celle de Grande-Synthe, où il y a 33% des foyers qui sont sous le seuil de pauvreté, où il y a 28% de chômage, où le revenu annuel moyen est de 10 000 euros, vous avez bien souvent un cumul d'expositions aux risques environnementaux et sociaux dans ces familles. Et donc, moi, ça a été quelque chose à laquelle j'ai été extrêmement attaché au départ. C'est, comme vient de le dire, je vais dire Natacha pour ne pas écorcher le nom de famille, comme vient de le dire, l'exposition au bruit. Et j'entendais notamment un cardiologue belge qui était venu faire une conférence justement sur l'exposition au bruit. Et quand il disait que 1 décibel en plus, c'était 5% de risque cardiovasculaire supplémentaire, ça fait hérisser le poil quand on entend ça. Et quelles sont les populations qui vivent le plus exposées au bruit? C'est les plus pauvres qu'on met dans des barres de HLM le long des périphériques, des autoroutes ou des choses comme ça. L'exposition à l'air intérieur-extérieur, je partage l'avis sur la qualité de l'air intérieur qui est souvent pire des fois que l'air extérieur. Donc il faut vraiment avoir une action éducative auprès des populations pour expliquer cela. La pollution des sols et l'alimentation.
On est au 100% bio dans les cantines scolaires pour éviter justement cette exposition auprès des familles les plus en difficulté. On fait des analyses de sol dans une collectivité quand on en a la responsabilité. Les eaux, c'est un peu compliqué pour nous sur le Dunkerquois, même si effectivement la qualité des eaux est extrêmement importante, mais on n'a pas de puits chez nous. L'eau vient de très loin sur l'agglomération dunkerquoise. L'exposition aux ondes électromagnétiques, au-delà de la 5G, c'est l'ensemble des ondes électromagnétiques. Et moi, j'en mettrais une autre auquel m'avait sensibilisé André Cicolella, c'est les produits chimiques. Toutes les expositions aux produits chimiques, c'est les perturbateurs endocriniens, c'est tous ces produits qui sont dans notre quotidien et qu'on peut éviter. Donc, on a fait tout un travail avec l'Université populaire sur la confection de produits ménagers, de lessives, de cosmétiques à base de produits naturels pour éviter les perturbateurs endocriniens. On a fait plein de choses comme ça pour permettre à une population qui, en plus, quand on fait son litre de lessive tout seul, ça nous coûte en gros 40 centimes d'euros, alors que quand on l'achète tout fait, c'est 4 euros. Donc, c'est intéressant aussi financièrement pour des familles qui ne vont pas bien. Et du coup, ça crée un engouement. Quand on explique tout ça aux familles, on a eu grosso modo plus de 10% des foyers qui sont venus se former à la confection de ces produits-là. Donc, c'est des thèmes sur lesquels un élu local peut fortement s'engager. Il peut prendre des décisions déterminantes. Je parlais effectivement de déterminants de santé avant que démarre la table ronde. Je vais parler d'environnement de vie, ça me va bien aussi le terme. J'avais dû me faire un déterminant de santé parce que je ne connaissais pas ce terme avant, je l'ai employé à ce moment-là. Mais par exemple, dans le plan local d'urbanisme intercommunal qu'on a élaboré à la communauté urbaine de Dunkerque, donc pour définir les orientations d'urbanisation de l'agglomération, on a pris ces deux environnements de vie que sont le bruit et l'exposition à la pollution atmosphérique pour déterminer où il pouvait y avoir des logements supplémentaires. Enfin voilà, c'était vraiment ça, plus le deuxième grand volet, il n'y en avait que ces deux-là d'ailleurs, la santé et le plan plan air, climat, énergie territoriale de l'agglomération pour réduire l'utilisation de la voiture. Donc, il faut être à côté des axes de bus. Enfin, voilà, il faut densifier, il faut limiter l'urbanisation, profiter de la nature en ville, etc., etc. Donc, c'est comme ça qu'au niveau local, on peut partir de cette limitation volontaire d'une multi-exposition aux risques environnementaux pour protéger les populations. Alors, on restait chez nous dans un environnement industriel très, très, très lourd, où on a quand même le taux des cancers des voies aérodigestives supérieures des plus importants de France, avec les poussières, l'envol de poussière, avec les combustions, enfin tout ce qui se passe sur l'agglomération, où l'année dernière, je crois, on était à 42 jours d'alerte de dépassement des seuils de pollution atmosphérique, alors que l'OMS en recommande pas plus de 5 par an. Enfin, vous voyez bien un peu les dégâts que ça peut causer sur la santé des personnes, où les hommes meurent en moyenne, ont une espérance de vie de 5 ans ou 7 ans inférieure à l'espérance de vie nationale. Donc voilà, on voit bien que l'exposition à ces risques a des conséquences dramatiques sur un certain nombre de familles. Donc on peut décider, les élus locaux, alors c'est vrai que tous les niveaux sont importants, le niveau national avec les lois qui sont adoptées, et au niveau européen aussi, par les réglementations qui sont fixées au niveau européen sur les limites. On a vu ce que ça donnait sur le Dieselgate, par exemple, sur les véhicules. Hein. On fixe des normes, mais on s'empresse d'essayer de les détourner. Mais au moins, on peut fixer des règles à tous les niveaux. Et on peut, au niveau local, dans une collectivité, dans une agglomération, mettre en œuvre des décisions très pragmatiques pour éviter ces multi-expositions. Voilà, dans un premier temps, ce que je pouvais dire. Alors, je vous remercie tous. On a encore perdu Françoise. Je ne sais pas où elle se promène, mais elle n'est plus avec nous. Donc, je vais en résumer quand même. Vous avez fait allusion à de nombreuses expositions possibles, mais la première quand même, c'est l'air, parce que le premier souffle et le dernier souffle, c'est comme ça que commence la vie et que s'arrête la vie. Donc, effectivement, la qualité de l'air est une donnée importante dans les multi-expositions. Natacha, vous avez fait allusion au bruit. Je voulais juste rappeler que lorsqu'une moto traverse une ville, c'est 5000 personnes la nuit, c'est 5000 personnes qui sont réveillées.
Et c'est véritablement une véritable pollution, une nuisance, et qui est compatible avec d'autres multi-expositions, celle de la pollution atmosphérique en particulier. La deuxième question que je voudrais vous poser à chacun, c'est d'abord de nous donner quelques exemples dans vos régions et dans les actions que vous avez pu mener par rapport aux multi-expositions, quelles sont les décisions, les actions que vous avez pu mener. Parce qu'ensuite, je vous poserai des questions en vous demandant de quelle façon vous vous êtes appuyé en particulier sur la recherche scientifique, mais pas que. Allez-y, Natacha. Alors peut-être pour commencer par la problématique du bruit, en ville de Lausanne, nous avons fait, et c'est chez ma collègue que ça se passe, qui est en charge de la mobilité, nous avons fait beaucoup de projets visant à agir sur le trafic individuel motorisé. Nous avons imaginé dans beaucoup de territoires, de quartiers, des zones 30 km/h, 20 km/h. Et puis nous avons, et ça c'est important par rapport à l'exemple que vous citiez juste à l'instant, nous avons aussi instauré le 30 km à l'heure de nuit, parce que là, l'impact nocturne du bruit est encore plus fort, vous le savez mieux que moi. On a également, parce qu'on a un aéroport, certes petit, ce n'est pas l'aéroport de Genève, mais on a quand même un aéroport à Lausanne. Nous avons, avec l'association aussi qui lutte contre l'aéroport, établi avec l'aéroport et en négociation avec l'association d'habitants, établi une convention pour diminuer les nuisances de l'aéroport. Ça, c'était aussi un projet qui a permis et qui permet justement d'atténuer un peu les nuisances, mais il faut prendre ses précautions et on est juste dans l'atténuation de nuisances, et puis un avion fera toujours des nuisances telles qu'on le connaît. Je pense que vous avez aussi évoqué, c'est des instruments sur lesquels on travaille beaucoup ici en ville de Lausanne, tous les instruments qui ont à voir avec la planification territoriale. Et moi, je plaiderais vraiment, en tout cas en Suisse et dans nos villes, de passer par ces instruments, parce que ce sont des instruments, en tout cas chez nous, assez puissants, qui ont des forces contraignantes. Alors moi, je suis un peu pour la politique de la carotte, mais aussi la politique du bâton. Puis à un moment donné, on sent très bien que comme on doit aller vite et bien, il faudra à un moment donné être un tout petit peu plus fort et avoir des bases légales et des instruments un tout petit peu plus forts au niveau normatif. Donc, on a beaucoup travaillé sur ces aspects urbanistiques avec nos instruments. Et ça, je pense que c'est un moyen aussi d'atteindre les objectifs en matière de santé des populations. Dans ma direction, j'ai la chance d'avoir, même si on est une ville, on est la 4e ville de Suisse, on est quand même une ville, entre guillemets, assez rurale, parce qu'on a encore 8 fermiers, on travaille avec 60 exploitants en plus disséminés à l'extérieur du territoire de la ville. Et puis, on a 5 domaines, ça j'en suis très contente, c'est le côté agréable d'être élu. On a 5 domaines viticoles. On est le plus grand viticulteur public suisse. Et puis, sur ces domaines agricoles et ces domaines viticoles, nous travaillons pour une bascule à 100% zéro phyto, bio. On est déjà sur la plus grande partie des domaines viticoles en biodynamie. Ça permet aussi justement d'avoir des impacts assez forts là-dessus. Il y a un petit, entre guillemets, domaine sur lequel le zéro phyto, ça passe pas très bien, c'est dans les cimetières, parce que là, on reste en Suisse, cimetière plus propre en ordre de la Suisse, ça fait que le zéro phyto, ça passe pas très bien, parce qu'en termes de micro-paysage urbain, il n'y a pas tellement d'acceptation de la population. On a beaucoup développé, je crois que ça a déjà été mentionné, pour faire le lien justement entre l'agriculture traditionnelle et une agriculture urbaine. On a une stratégie d'agriculture urbaine forte en ville de Lausanne, développée ces 5 dernières années. On fait beaucoup de potagers urbains, beaucoup de plantages. On travaille beaucoup sur la problématique justement de pollution des sols. On a malheureusement hérité d'activités industrielles dans certaines parties de la ville très polluantes,
ce qu'on fait au fur et à mesure qu'on fait des plantages, bien entendu, on fait une analyse de sol et bien entendu, s'il y a problème, on change, entre guillemets, aussi les différents horizons qu'on peut changer. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent, mais c'est quand même nécessaire. Peut-être sur la problématique des eaux, on est en train de construire à plusieurs millions une nouvelle station d'épuration où là, on aura des possibilités justement de traquer à peu près 250 micropolluants, principalement sur les pesticides et les médicaments. On a la possibilité d'avoir des traitements maintenant précurseurs qui nous permettront aussi d'avoir un impact important. Concernant l'air intérieur, on a beaucoup travaillé sur les perturbateurs endocriniens dans les centres de vie enfantine. C'est le premier public cible qu'on a choisi avec un éventail de micro-projets pour justement travailler sur ces problématiques, des micro-projets très pragmatiques qui ont vraiment trouvé preneur auprès des professionnels de ces centres de vie enfantine, mais également, vous vous en doutez, auprès des parents. Et puis, il y a une transposition qui peut être faite justement entre ce projet qui a été développé dans ces centres de vie enfantine et bien entendu les aspects domestiques. Je voudrais peut-être revenir encore sur un point qui a été évoqué et puis le développer un tout petit peu, c'est la question de l'assainissement énergétique. Alors, je crois que ça a été dit par le premier intervenant, M. Fouguitch, je crois. C'est vrai que c'est un domaine sur lequel on a beaucoup travaillé en ville de Lausanne, on continue à beaucoup travailler. On a eu une première vague pour ces 5 premières années de 40 millions investis pour assainir notre patrimoine bâti. Nous, ici en Suisse, on est confrontés à, et je pense que dans vos villes, dans vos territoires, c'est certainement identique, on est confronté, quand on fait de l'assainissement énergétique, à mettre à l'équilibre plusieurs choses. Chez nous, il y a un domaine qui prend beaucoup de place et puis ces équilibres, ils sont complexes à trouver parce que les intérêts sont parfois divergents. C'est un équilibre et le domaine qui prend beaucoup de place actuellement, c'est le domaine du patrimoine. Alors, on a en Suisse eu assez peu de précautions sur le patrimoine. Quand on fait de l'assainissement énergétique et puis qu'on doit mettre le patrimoine dans la balance, c'est pas tout simple. Quand on doit mettre les questions de confort, c'est pas tout simple non plus. Et puis, dernière en date, qui est vraiment très importante et qui correspond aussi à une politique de la ville de Lausanne importante, c'est tout ce qui a à voir avec l'accessibilité universelle et plus spécifiquement aux personnes à mobilité réduite. Et puis, quand on met tout ça en lien avec l'assainissement énergétique, très souvent, c'est assez compliqué à concilier, surtout avec le patrimoine. Mais on essaye justement d'aller sur une conciliation. Mais je dois dire qu'on n'y arrive pas tout le temps. Et puis, quand on parle d'accessibilité universelle, on parle aussi d'accessibilité en termes financiers, parce qu'on a une politique du logement qui est vraiment très dirigée vers ce que chez nous, on appelle le logement d'utilité publique, quand il faut aussi garantir la mise à disposition de logements pour toutes et tous, et puis travailler sur les catégories à pénurie, comme c'est le cas chez nous, ce n'est pas un cocktail qui est toujours hyper bien dosé. Et j'ai la chance de pouvoir avoir des services qui traitent ces différentes problématiques, mais ce n'est pas toujours simple. Donc, j'en finirai aussi par là. Alors, merci beaucoup parce que vous nous avez fait un résumé exhaustif de toutes les actions que vous êtes amenés à mener. J'ai vu que Françoise était revenue parmi nous, donc je vais lui donner la parole tout de suite parce que j'ai peur qu'elle nous requitte rapidement. Françoise, est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez? Et on voit. Oh là là, quelle histoire! Bon, je suis absolument désolée, je ne vous ai entendu que de façon très hachée. Voilà. Alors, est-ce que je me présente ou est-ce que je réponds à des questions? Je vais commencer par me présenter. Donc, c'était pas la peine que tu poses la question. Non, je n'étais pas là. Non. Non. Allez-y, présentez-vous, Françoise. Alors, et Françoise Schetzel. Donc, moi, je suis effectivement conseillère municipale, c'est ce que j'ai entendu à Strasbourg, mais j'allais dire, je suis surtout conseillère métropolitaine. Pourquoi je dis surtout, vous allez très vite le comprendre, y compris par rapport à des questions de santé environnementale. J'étais, lors de l'ancien mandat,
chargé de la qualité de l'air. Qualité de l'air, à partir de la qualité de l'air, très vite, on arrive à la santé environnementale. Qualité de l'air, c'est une compétence métropole. C'est les métropoles, a priori, c'est vrai, qui donnent des cadres de politique structurante. Voilà. Donc, à partir de la qualité de l'air, on a adopté une politique eurométropolitaine en matière de santé environnementale. Et à partir de cette politique, le jeu a été, y compris au niveau des actions, de chaque fois qu'on menait une politique telle que l'urbanisme, par exemple, l'agriculture, même si on n'a pas pu aller très très loin, ou la mobilité, évidemment, dans chacune de ces politiques, on regardait quel était l'impact en matière de santé. Voilà ce qui a été fait lors du mandat précédent. Et du coup, lors de ce nouveau mandat, j'ai été nommée vice-présidente en matière de qualité de l'air, santé-environnement, mais du coup aussi cadre de vie, qualité de vie, parce qu'on est évidemment là-dedans lorsqu'on parle qualité de l'air, santé-environnement. C'est bien entendu du bien-être des populations dont on parle, et urbanisme opérationnel et urbanisme. Alors, pourquoi urbanisme? Alors, je ne sais pas si je m'arrête, il faut que vous m'arrêtiez, parce que si je commence à parler de pourquoi urbanisme, je vais tout de suite rentrer très clairement dans les questions d'Exposum, qui rentrent évidemment, qui sont prises en compte dans la façon dont on développe et dont on construit les villes. Et là, je pourrais vous le dire de façon concrète. Donc, soit je continue, soit je m'arrête. Bon, Françoise, un grand merci parce qu'effectivement, vous avez raté un certain nombre de minutes qui ont précédé votre possibilité de vous rejoindre à nous. Nous étions dans les questions que je posais, nous étions à la question qui traitait de l'exposome et de la façon dont ces risques sont pris en compte dans vos décisions. Et les actions que vous pouvez mener. Vous m'entendez? Dans les exposums sont prises en compte dans nos décisions. Dans les actions que vous menez. Actions, parce que après on parlera un peu plus. Alors, je vais vous expliquer comment l'exposome est pris en compte dans nos politiques publiques. Voilà, je ne parle pas d'action, mais dans nos politiques publiques, et je vais vous raconter une histoire. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus simple. On a commencé, il y a plusieurs années, à prendre en compte la qualité de l'air dans la façon dont on devait construire une école. On s'est rendu compte, par des modélisations que nous ont fait les experts, que selon la construction, la façon dont on construisait l'école et la façon dont on construisait devant l'école, on pouvait limiter la pollution atmosphérique à laquelle étaient exposés les enfants et les enseignants. On a fait ça. À partir du moment où on l'a fait dans une école, on s'est dit pourquoi ne le ferait-on pas au niveau d'un quartier? Et on a du coup, au niveau d'un quartier, pris en compte, au niveau donc des logements et de la façon de construire des bâtiments, la façon dont on pouvait protéger alors des trucs idiots, tels que ne pas mettre des balcons donnant sur les routes ou sur les rues à forte circulation, parce que ce sont des balcons qui deviennent des débarras, tout simplement. Ne pas installer des bouches de ventilation du côté de la circulation, je ne vais pas en dire trop, hein, parce que tout compte fait, ça va aspirer la pollution atmosphérique. Construire pas tout près des axes de circulation pour pouvoir mettre des arbres, de la végétalisation qui, on ne va pas dire absorbe la pollution atmosphérique, mais au moins font un barrage par rapport à la pollution atmosphérique. Et voilà, on a fait sur la qualité de l'air. Évidemment, pourquoi le faire sur l'air et pas sur le bruit et pas sur les sols pollués, etc., etc. Et donc, en même temps, et là j'en arrive à l'exposome évidemment, on a fait ce qu'on appelle, que vous connaissez tous, une évaluation d'impact sur la santé sur l'ensemble d'un quartier. Je finis mon histoire très vite.
on est parti d'une école, on est arrivé à un quartier, mais pourquoi ne pas le faire sur une politique d'urbanisme? C'est ce qu'on appelle, dans une métropole, le plan local d'urbanisme intercommunautaire ou intercollectivité, je ne sais plus. Et du coup, après plusieurs colloques, après avoir travaillé fait plusieurs séminaires avec les architectes, au niveau de l'école d'art, avec notamment l'architecture, l'école d'architecture, après avoir travaillé avec les aménageurs, les promoteurs, les professionnels du bâtiment, on en est arrivé à quoi? Au niveau de la politique d'urbanisme, on a d'abord faire signer à peu près 200 acteurs privés, architectes, urbanistes, promoteurs, aménageurs, ce qu'on appelle le pacte, une charte, dont l'une des clauses est qu'ils s'engagent à prendre en compte les questions de santé-environnement au même niveau que les d'autres types de questions qui peuvent être évidemment les questions du foncier, les questions de morphologie architecturale, etc. Ça, c'est au niveau d'une charte. Et puis, on a également pu introduire un certain nombre de choses du point de vue réglementaire, je dirais, en transformant le règlement de la politique du PLUI. Dans ce règlement, on y a introduit des interdictions. On ne construit pas de bâtiments sensibles dans les zones les plus exposées, notamment à la qualité de l'air, mais pas que. Et on a fait ce qu'on appelle une orientation d'aménagement et de programmation, une OAP, là qui sont des recommandations avec par exemple la préconisation prendre en compte la santé environnementale au même titre que d'autres enjeux, c'est OAP, c'est pas règlement. Voilà à peu près ce qu'on… Alors, simplement, ensuite, ça c'est en termes d'une politique métropolitaine, de politique métropolitaine, et bien évidemment, dans le cadre, il y a des actions plus ciblées santé-environnement. Par exemple, les terrasses sur plot, il vaut mieux ne plus faire des terrasses sur plot. Moi, je suis médecin, je ne suis pas du tout architecte. Alors maintenant, je commence à connaître un certain nombre de choses. Pourquoi? Parce qu'on commence à être envahi de moustiques tigres, et le moustique tigre, c'est du chikungunya, de la dengue, etc. Alors, je pourrais vous raconter d'autres choses qui, effectivement, permettent maintenant, et espérons-le à l'avenir, de protéger nos habitants d'un certain nombre de risques environnementaux. Merci Françoise pour cet exposé parce qu'il était complet et il nous a permis de voir que c'était une chaîne complète qui était mise en cause dans la multi-exposition et dans les actions qui peuvent en découler. Juste une réponse par rapport aux plots auxquels vous venez de faire allusion, qui sont mis sur les 3 plans en général. Et une solution très simple que l'on travaille à l'école d'architecture, c'est de faire une pente à 4% en dessous. Les plots rétablissent l'équilibre et du coup, il y a une évacuation des eaux. Il n'y a pas de problème de moustiques. C'est juste un petit problème technique que je voulais régulariser là, parce que pas là complètement. Je vais donner la parole à Jean-Luc, non pas par rapport aux exemples dans la région, mais par rapport au fait que les références scientifiques, les travaux de recherche sont-ils une aide importante dans vos décisions, dans celles que vous devez prendre et dans les lois que vous pouvez porter, et de quelle façon dans ces décisions-là. Et après, je demanderai à Damien de nous dire aussi son point de vue. Bon, je crois avoir compris la question, mais on ne vous entend pas. Oui, je suis désolé d'intervenir. Catherine, on t'entend vraiment très mal. Il faudrait que tu mettes tes écouteurs, voilà, comme on l'avait vu en formation. Mais non, là, tout à l'heure… Non, on t'entend vraiment très mal. Alors, ben là, il faut que… Les autres, on vous entend bien. Donc, et coupe ton micro aussi, s'il te plaît.
Voilà. Donc, Monsieur Fuji, je vous Alors, laisse la parole. oui, je voulais avant de répondre directement à la question qui m'est posée. Je voulais compléter par rapport à ce que je venais d'entendre aussi de la part des collègues intervenants ici, pour dire que la notion du bruit a été abordée et ça fera le lien avec la question suivante. Je suis tout à fait d'accord. Je trouve que c'est extrêmement important. Moi, je vous l'ai dit, je suis aussi ici au sud du Rhône, j'habite personnellement dans la ville de Givors, un quartier politique de la ville. Et c'est pas parce que j'habite un quartier politique de la ville que je le dis, mais je suis dans un quartier où nous avons souvent des problèmes de rodéo nocturne. J'habite au premier loge et je peux vous dire que cette notion de bruit, c'est vrai que c'est extrêmement impactant aussi, ça il faut pas l'oublier. Et c'est quelque chose que nous avions d'ailleurs commencé à aborder dans la loi d'orientation des mobilités, sur la partie dont je suis rapporteur, et je pense sincèrement avec du recul qu'on n'est peut-être pas allé assez loin. Je le dis en toute humilité, hein. Mais il y a quand même des avancées, notamment pour les trains, et des expérimentations qui sont permises donc, par la loi d'orientation des mobilités. Et d'ailleurs, alors le Covid nous a retardé, mais dans la mise en application de la loi, moi j'aime bien regarder le service après vote de la loi, c'est-à-dire regarder l'application. Et j'ai décidé de réunir le Conseil national de l'air en commun avec le Conseil national du bruit, qui est présidé par ma collègue Lauriane Rossi. Et nous avons décidé, on devions le faire, on va le faire là, au mois de janvier, a priori plus tard, et on va travailler sur des points communs qu'il y a entre le bruit et l'air pour pouvoir pousser au niveau des ministères donc un certain nombre d'approches, parce que bien souvent, malheureusement, je crois que c'est M. Carême, je veux dire Damien Farceb, qui a évoqué ça. On a des personnes qui cumulent à la fois les nuisances sonores, les nuisances olfactives et les nuisances et je trouve que ça devient insupportable. Et je suis assez d'accord avec beaucoup de choses ce qu'elle a dit. À certains endroits, je pense notamment quand on se pose la question de faire une salle de crèche ou une salle de crèche, une chose comme ça, ou même une chose très simple à faire, c'est ce que a évoqué Françoise et que moi je m'étais permis de conseiller à l'ancien maire de la ville de Saint-Étienne quand je travaillais à l'université de Saint-Étienne il y a quelques années. L'ancien maire donc entre 2008 et 2014, parce que je ne veux pas être associé à l'actuel, précise bien. Et je lui avais conseillé un jour de ne pas faire une crèche dans une rue qui était ce qu'on appelle une rue canyon. Et il m'avait dit, mais comment tu peux me prouver qu'il y a des problèmes? Et donc, en fait, j'avais dit, mais si tu veux le prouver, ben, il faut qu'on fasse appel à l'association agréée de surveillance de la qualité de l'air qui va faire de la modélisation, etc. Ce que disait François tout à l'heure. On avait fait, j'avais joué l'intermédiaire, on avait fait les travaux, etc., de modélisation, et on avait prouvé que de faire un nouvel établissement dans cette rue-là poserait vraiment un problème. Et ce qu'il y a eu de bien, c'est que vous voyez, ça illustre bien qu'on des références scientifiques, etc., ça peut servir, c'est que le maire en question a fait confiance et a dit, OK, on va chercher du coup à le faire ailleurs. Ben, je trouve que ça, c'est super. C'est exactement la démarche que Damien là, ou Françoise mettent en œuvre par ailleurs, mais je trouve ça très bien. En effet, il faut le développer. Et autre chose aussi dans l'approche, par rapport à ce qui a été dit sur le bruit, je ne reviendrai pas sur l'idée aujourd'hui que par rapport aux aéroports, ben évidemment, avec ce qui s'est passé avec le Covid, ça montre bien justement qu'on a un gros souci sur ce volet-là. Mais tout ça pour dire qu'il y a un point qui a été soulevé un peu par Françoise et aussi par les autres interlocuteurs, et je crois aussi par notre collègue suisse, c'est la question de la transversalité. En fait, on a trop tendance à finalement regarder les problèmes dans des sortes de silos, alors qu'en réalité, évidemment, les questions de bruit, comment dirais-je, d'artificialisation des sols, de qualité d'air, etc. Ben, c'est des problèmes d'urbanisme. Quand on a un milieu rural, c'est autre chose. Et donc, c'est très complet. Petite remarque pour bien vraiment répondre à ce que vous dites, vous demandez. Je vais un petit peu, non pas taquiner, mais je vais inquiéter sûrement Damien Carême en lui disant qu'à partir de l'année prochaine, il risque d'y avoir un nombre de jours plus conséquent dans sa belle ville de Grande-Sainte dont m'a beaucoup parlé Marine Tondelier, qui je crois qu'il connaît bien. Je connais très très bien Marine et tout le monde la connaît ici. Je crois que beaucoup de ceux qui sont ici la connaissent. Et je pense qu'il va être inquiet parce qu'en fait, nous avons décidé sur des bases scientifiques de faire en sorte d'adopter un indice Atmo qui mesure la qualité de l'air, donc qui soit beaucoup plus proche encore de la réalité.
Alors, ça a été le fruit d'un travail au Conseil national de l'air qu'on a réussi à faire accoucher. Je le dis parce que ça a été long. Hein, donc, alors, c'était demandé depuis longtemps, mais on a réussi à le faire et j'en suis très fier pour l'ensemble du Conseil national de l'air qu'on a réussi collectivement à se mettre d'accord. Et surtout, je suis satisfait que derrière, la ministre de la Transition écologique de l'époque, Elisabeth Borne, ait décidé de nous suivre et surtout que la nouvelle ministre, Barbara Pompili, ait bien signé l'arrêté et le décret d'application, je ne sais plus comment on dit, au mois de septembre. Et donc, à partir du mois de janvier 2021, on va avoir donc partout en France un indice ATMO qui va être plus complet, où on va intégrer la mesure de particules plus fines telles que les PM2,5. Et pourquoi on a fait ça? Parce que justement, scientifiquement, on sait que ces PM2,5, on les respire comme les autres, qu'on ne les mesurait pas de manière obligatoire dans l'indice ATMO sur lequel on communiquait. Et donc, alors qu'on les respire, on ne rend pas compte à la population de leur teneur et de leur importance. Et donc là, en les mettant dans l'indice, eh bien, on va avoir un indice qui va être plus représentatif de la qualité de l'air. Il va permettre de mieux montrer à la population où sont les enjeux, donc ça répond, je pense, à les attentes des citoyens. Il est en plus déclinable sur une échelle plus fine dans l'espace. Mais par contre, la conséquence, oui, c'est sûr, c'est qu'on aura, à niveau de pollution globale équivalent, plus de jours de dépassement parce qu'on a rajouté dans l'indice, et j'espère que je suis clair, comment dirais-je, la mesure supplémentaire d'un polluant qui, lui, est assez souvent dans certaines zones eh bien, un peu en état d'alerte. Et donc, du coup, ça va pouvoir donner l'impression que l'air est peut-être plus pollué qu'avant. C'est pas qu'il l'est plus, sauf qu'on rendra mieux compte de certaines pollutions dont on ne rendait pas compte jusqu'à maintenant. Et ça, d'un point de vue de la décision scientifique, eh ben, de la décision politique, pardon, c'est alimenté sur des travaux scientifiques. Et moi, je remercie vraiment vous voyez, les différentes personnes du Conseil national de l'air qui ont réussi à converger, parce que ça n'a pas été évident de se mettre d'accord sur ce qu'on allait faire ou pas. Et je remercie aussi, il faut le dire aussi, les ministres d'avoir fait confiance et d'avoir suivi, parce qu'on aurait pu remettre les avis et puis avoir aucun suivi de la part des ministres et finalement le travail aurait servi à rien. Alors, autre illustration sur les références, oui, moi évidemment j'ai un naturel à faire de manière naturelle, je regarde ce qui se passe en science avant de contribuer à la décision publique. C'est normal, hein, puisque c'était aussi mon métier d'avant. Mais je pense que c'est extrêmement important de ne pas dire n'importe quoi. Vous voyez, il m'est arrivé, je vous rassure, il m'est arrivé à l'Assemblée nationale de repousser un amendement sur une loi, la loi mobilité en l'occurrence, où au lieu de me parler de dioxyde de carbone, des députés me parlaient du monoxyde de carbone. Mais alors que le lien, c'était le dioxyde de carbone. C'est des molécules qui sont proches, mais en réalité n'ont pas du tout le même impact. Et si on avait accepté leurs amendements avec le terme monoxyde de carbone, on faisait quelque chose qui était complètement monstrueux. Ben, vous voyez, en commission, j'avais dit qu'il faut corriger. Ben, en séance publique, j'ai retrouvé les mêmes amendements, pas corrigés. Et donc, je les ai repoussés à nouveau et j'ai donné des explications scientifiques. Eh bien, ce jour-là, je me suis dit, je vous donne cette anecdote, c'est une anecdote, hein, mais vous pourriez retrouver les images. Et je me suis dit, mais finalement, au fond, si on ne fait pas attention, on pourrait très bien inscrire n'importe quoi à un moment donné dans un texte. Donc, vous voyez, des fois, ça me fait un peu peur. Donc, il faut aussi mettre un peu cette rigueur. Mais on ne doit pas non plus ne pas avoir de vision politique. Attention, donnons-nous bien, la science est là pour nourrir la vision politique, elle n'est pas là pour la faire. Hein. Il faut évidemment bien jouer sur les deux. Alors, petite remarque sur ce que nous avons vécu pour illustrer aussi avec le Covid, je finirai par là, ou la Covid, excusez-moi, donc dans cette année où que nous vivons encore, malheureusement, au printemps dernier, quand on a fait le confinement strict, en France, eh bien, on a décidé avec l'OPEX, à la demande de Cédric Villani, j'ai été regarder avec les scientifiques les impacts. J'ai sorti une petite étude, une petite note au mois de mai, qui s'appelle Pollution de l'air, gaz à effet de serre et crise du Covid-19. Quelles sont les interactions? Et on a montré sur les 3 premiers mois, et encore une fois, c'est une photo au mois de mai, qui n'est pas nécessairement la photo de maintenant. On s'est aperçu que, avec tous les travaux qui étaient faits dans le monde, et on a bien discuté avec les scientifiques, que oui, il y avait un impact de la pollution de l'air sur la Covid. L'impact, il était sur quoi? Sur la résistance au Covid et non pas sur la propagation. Il ne faut pas confondre la résistance et la propagation. On a montré qu'on s'y attendait, que la résistance au Covid, elle était plus difficile quand on était dans un environnement pollué, puisque évidemment, le système immunitaire, le système respiratoire, il est déjà affaibli, entre guillemets. Donc, le virus trouve des terrains propices, si je peux m'exprimer ainsi. En revanche, il a été montré au mois de mai qu'il n'y avait rien de clair à ce stade sur le transport potentiel du Covid par les particules fines, entre autres, etc. Aujourd'hui, des travaux complémentaires ont eu lieu et on va refaire un point en 2021. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il
il faut accepter, quand on est acteur public, de ne pas se précipiter sur des résultats. J'en ai parlé avec un journaliste d'un grand quotidien français qui avait écrit un article où il mélangeait un peu les deux notions, résistance et propagation. Il a reconnu que, oui, en effet, il avait peut-être un peu mal interprété certaines études scientifiques. Il faut accepter l'idée, et c'est ça que l'acteur public doit accepter vis-à-vis de la science. Il doit accepter l'idée que des choses prennent du temps aussi. Et quand ça prend du temps, c'est pas qu'on veut cacher, c'est qu'il faut vérifier, il faut intercomparer, il faut vraiment mesurer. Et donc aujourd'hui, si vous voulez exactement savoir où on en est de Covid et pollution de l'air, eh bien, les choses sont prouvées sur l'histoire de la résistance, sur la propagation. Il y a encore des travaux en cours qui doivent affiner. Il y a l'histoire des gouttelettes, mais aussi la problématique des aérosols, des particules fines, etc. Et tout ceci n'est pas fini. Et donc, dans quelques mois, ça le sera. Mais on en sait déjà plus qu'il y a 6 mois. Et en fait, on a un problème, je trouve, parfois de rapport au temps. Parce que nous vivons dans le monde de l'immédiateté, à cause de cet outil qui est vraiment une véritable drogue, et drogue douce, hein, peut-être plus, mais et donc ce temps de l'immédiateté, des chaînes d'information continue, de l'information bien souvent pas vérifiée, nourrit parfois la fake news et parfois aussi la théorie du complot. Et c'est vraiment, enfin on va y revenir je crois sur les médias, je crois qu'il est prévu qu'on en parle, je vois quelques exemples là aussi, mais ce que je voulais dire c'est que moi j'essaye toujours, mais très sincèrement, d'objectiver mes prises de position par rapport à des faits avérés, des faits scientifiques, etc. C'est mon côté scientifique, et je trouve que c'est pas toujours évident parce qu'on a la problématique du temps, le temps de la recherche, le temps médiatique, le temps politique. Ces temps ne s'accordent pas toujours, le temps environnemental non plus. Et donc du coup, je trouve que ces choses-là sont assez délicates. Mais voilà, c'est extrêmement important. Un dernier mot, j'ai oublié de le dire, mais je crois que dans le cadre du plan national santé-environnement 4, là, il y a des choses intéressantes sur tous ces volets, sur tous ces aspects. Et donc, je pense qu'il faudra regarder un petit peu comment on doit mettre les choses en œuvre. Et pour parler de l'action publique et l'action politique, voilà, le nouveau maire de Lyon me demandait il y a quelques semaines, d'après moi, qu'est-ce que je lui conseillerais de regarder comme sujet majeur rapide pour la ville de Lyon, lui en tant que nouvel élu écologiste, donc très impliqué sur ces sujets. Et je lui ai dit, je me permets de vous le dire, je lui ai dit, regarde en priorité les problématiques de qualité d'air intérieur dans les salles de classe. Et voilà, je voulais vous le dire, je voulais le dire tout à l'heure, c'est un sujet majeur, parce que vous l'avez tous évoqué. J'ai dit pourquoi, parce que en France, d'une manière générale, même dans les villes d'un certain niveau de vie, eh bien, toutes les salles n'ont même pas de ventilation mécanique contrôlée des flux, etc. Donc, je ne parle pas d'avoir des doubles flux qui font que tout va bien, mais déjà du simple flux. Et donc, voilà, c'était pour dire au passage que je lui ai conseillé un certain nombre de lectures scientifiques pour qu'il se rende bien compte des choses, et lui ai dit, voilà, tu verras que c'est un sujet majeur. Et je pense que si tu veux rapidement répondre à certaines attentes des citoyens, ben, répondre déjà à ce type d'attente, je pense que c'est du concret et ça s'appuie sur des faits malheureusement vérifiés. Donc voilà, moi je crois que les références et nos recherches, oui, ça constitue une aide dans la décision. Ça ne doit pas être bloquant, ça doit orienter, ça doit aider, mais on ne doit pas être non plus de l'autre côté dans la théorie du complot et de la fake news. Il ne faut pas non plus ne pas croire. Voilà, il faut faire attention. Faut pas remplacer la science par les croyances, mais la science ne doit pas non plus nous empêcher d'agir. Ça, j'en conviens par contre. Mais attention de ne pas mettre les croyances avant les sciences. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure dans la dernier tour de table. Je crois qu'il y a un sujet là-dessus. Vous verrez, qui m'est arrivé à moi personnellement en circonscription, en lien avec des élus locaux ici. Je vous rends la parole. Est-ce que vous m'entendez bien là? Alors, je donne la parole à Damien sur le chat parce que visiblement, il n'avait pas très bien entendu tout à l'heure. Et écoutez, je vous donne la parole et après, on passera à la question suivante. Oui, je ne vous la répète pas.
Est-ce que… Ouais, non, c'est bon, je l'ai Voilà, sous les allez-y, yeux. Damien. Et c'est bien parce que je vous entends encore un peu mal. Ça grésille, le son est pas bon, mais c'est pas grave. Je vois la question et en fonction des réponses que Jean-Luc Fugit vient d'apporter, j'avais compris la question. Euh, je l'ai dit dans la première intervention. Effectivement, j'écoute les scientifiques. Alors, j'ai été dans une vie antérieure animateur dans un centre de santé préventif, et donc on faisait de la prévention en matière de conduite addictologique, d'alimentation. Et on travaillait beaucoup sur la pollution de l'air déjà à cette époque-là. Donc, je suis sensibilisé déjà professionnellement, sans être un chercheur, à ces questions-là de santé publique. Et donc, dès que j'ai été élu, ça, tout de suite, j'ai mis ça en œuvre et j'ai continué à regarder, écouter, lire ce qui se disait en matière de ces expositions. Je prenais les exemples tout à l'heure sur les perturbateurs endocriniens. C'est donc une conférence un jour qui a été organisée par André Cicolella, enfin par l'Université populaire d'André Cicolella. Donc, je suis allé voir cette conférence et voilà, j'ai appris beaucoup de choses à cette conférence et du coup, on s'est déclaré ville sans perturbateurs endocriniens et qu'effectivement, on a regardé tous les produits dans les crèches, les garderies, les écoles et que du coup, dans les écoles et ce que vient de dire Jean-Luc Fugit m'intéressait aussi, c'est la qualité de l'air intérieur dans les salles de classe. On a fait un contrôle de la qualité de l'air de chacune des écoles, de chacune des classes des écoles de la ville, comme on a fait une mesure des expositions aux ondes dans chacune des écoles de la ville, pour rassurer aussi les parents, pour leur dire, voilà, et c'est important, c'est aussi du rôle de l'élu local que en plus, c'est des enfants qui nous sont confiés à un moment de leur vie. Moi, je veux que quand on peut pas dire aux gens faites attention à la qualité de l'air chez vous et ne pas l'appliquer nous dans nos bâtiments dans nos bâtiments publics. Donc il faut faire ce qu'on dit, sinon ça passe plus mal dans la population. Donc voilà, ça a été vraiment dans tous les champs du quotidien. Mais des fois, ça va même très loin. Alors, c'est le principe de précaution. Je ne sais plus, il y a quelqu'un qui le disait dans le chat, je ne sais plus où c'était. Non, c'est la même question. Quelle place prend le principe de précaution Moi, j'en tiens compte. C'est toujours compliqué de mesurer le principe de précaution. Mais on est déjà dans une agglomération où la qualité de l'air, je parlais des pics de pollution, et je suis très content je savais que l'indice Atmo allait changer et que je suis très content qu'il évolue. Parce que moi, je suis pour dire la vérité aux gens. Bien souvent, les élus politiques ont peur. Parce que, comme c'est les entreprises du coin, on ne peut pas jeter le dévolu sur les entreprises parce que c'est quand même la main-d'œuvre, etc. Mais ça, c'est complètement dingue parce que moi, par exemple, dans ma ville, depuis en 2000, je crois qu'on a mis ça en place en 2000, après mon mandat 2014, 2015, 2016, j'ai mis des drapeaux dans la ville. Des drapeaux à l'entrée de la ville, des drapeaux devant les équipements collectifs, devant les écoles. Un drapeau rouge, ça veut dire qu'on est en alerte pollution atmosphérique. Donc, pas d'activité extérieure. Les enfants ne sortent pas dans la cour pour faire leur récréation, etc. Drapeau orange, attention, les personnes qui ont des sensibilités particulières, les enfants, attention à ne pas les exposer. Et le vert, c'est qu'on est sous les normes françaises qui ne sont pas les normes de l'OMS. On pourrait aussi venir sur la norme dessus, mais au moins, voilà, sur cet indice-là. Pourquoi j'ai fait ça et mes collègues élus sur l'agglomération m'en ont un peu voulu parce que ça jetait un peu le discrédit sur la qualité de l'air et donc les entreprises du coin. Dans cette logique, je me suis opposé à un projet économique de l'agglomération dunkerquoise qui était un projet portuaire d'augmentation du trafic portuaire de Dunkerque. Pourquoi ? Non pas sur le principe, mais simplement parce que le projet tel qu'il nous est présenté remettait 1 500 000 camions sur la route par an supplémentaires. Un camion toutes les 30 secondes, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Moi, je me dis qu'en tant qu'élu responsable, on ne peut pas rajouter à la mauvaise qualité ce fléau supplémentaire. C'est pas possible. Et donc, voilà, j'étais le seul à m'opposer. Et donc, mon conseil municipal, à l'unanimité, s'est opposé, mais on était la seule sur 18 communes à s'opposer à ça. Et au conseil communautaire, bien évidemment, j'étais mis en minorité. Mais ça va jusqu'à là, les décisions. C'est même plus un principe de précaution, c'est une logique. On ne peut pas exposer, et ça ne veut pas dire que j'étais contre, mais il fallait que le port travaille sur autre chose. C'est comment on allait écouler les marchandises qui allaient arriver sur le port de Dunkerque par le ferroviaire, par le fluvial, par un certain nombre d'autres process que par le camion routier, parce que c'est quand même une catastrophe. Et le changement de motorisation des camions et tout ça, même si c'est dans l'air du temps, on n'y sera pas avant un certain nombre d'années. Donc, ça reste, pour moi, c'était compliqué. Donc, ça
voilà un peu la logique dans laquelle un élu local, me semble-t-il, doit travailler. C'est la cohérence aussi de ses choix. On ne peut pas travailler dans les choix de la ville, sur les perturbateurs, sur la qualité de l'air, imposer qu'on ne construise pas sur cette parcelle-là parce que trop exposée au vent dominant et donc à ce qui ramène la pollution des usines, trop exposée au bruit parce que trop près des axes routiers, etc. derrière. Et puis d'un autre côté, laisser faire n'importe quoi sur le développement économique de l'agglomération. C'est le principe de précaution, c'est aller vérifier la pollution dans les sols. Et c'est ce que j'ai fait à 3 reprises, parce qu'il y a beaucoup de gens qui jardinent dans leur jardin. Et je me dis, on est dans un environnement industriel. Il y a quelques années, on avait eu un gros problème sur l'agglomération de dioxine. On avait dit que c'était la station qui brûlait les ordures ménagères qui émettait. Moi, j'avais des doutes. Est-ce que c'est pas l'industrie? Je ne savais pas bien. Donc, on a refait des recherches d'un certain nombre de polluants dans le sol. Et pour le coup, on n'avait rien. Mais moi, l'idée, quand j'ai demandé à un laboratoire de rechercher des choses dans le sol, les métaux lourds et un certain nombre de composants, c'était pour me dire, mais s'il y en a, je prends un arrêté d'interdiction de cultiver. Et j'informe la population de dire ne mangez pas ce que vous cultivez dans votre jardin parce que voilà ce qu'il y a dedans et donc vous allez vous polluer. En fait, il n'y a rien parce qu'on est trop près des usines et qu'a priori, comme il y a toujours un vent permanent sur l'agglomération dunkerquoise, ça survolait mais j'aimerais bien que cette étude elle se fasse sur l'agglomération. Et là, on s'apercevrait d'un certain nombre de choses sur l'agglomération. Parce que les quartiers les plus favorisés de l'agglomération se trouvent sous le vent, dominante ouest, donc se trouvent à l'est de l'agglomération, et que là, par contre, on risque d'avoir des sols qui soient extrêmement pollués avec des métaux lourds sur l'agglomération. Je pense qu'il faut aussi obliger à cette transparence, et ce qui m'a permis moi aussi d'installer des maraîchers bio sur les terres de Grande-Synthe, malgré l'environnement industriel, mais ce qui a fait aussi à un moment le fait que Grande-Synthe a été mis à la une, c'est qu'on a été élu première capitale de la biodiversité, justement dans cet environnement industriel qui est le nôtre. On avait réussi à ce que la nature reprenne ses droits, à lui donner une large place, et ça aussi, ça contribue à la bonne santé et au principe de précaution. C'est aussi faire en sorte que les gens tombent pas malades, et donc de mettre en place des choses comme Strasbourg, comme Françoise en parlait tout à l'heure sur Strasbourg, la végétalisation des villes, de mettre des rideaux d'arbres, de mettre un certain nombre de choses pour éviter que les personnes soient particulièrement exposées à un certain nombre de polluants, fait partie des politiques publiques à mettre en place derrière. Voilà ce que je peux dire sur cette question. La prise en compte des études, enfin des sciences, est pour moi extrêmement important. Je vous reparlais de l'idée du cardiologue sur le bruit. C'est vraiment des choses que je découvrais, parce qu'on ne peut pas être au courant de tout. Mais à partir du moment où on a l'info, moi je pense qu'il faut la décliner en action et en décision au niveau local, le temps que le national prenne le relais et que impose les choses au niveau national. Merci pour ces exposés. Il y a des questions qui sont posées par le chat, mais je voudrais continuer par rapport à ce que vous avez dit. C'est une question que nous n'avons pas travaillé ensemble, mais qui m'est venue et qui me paraît importante suite à ce que vous avez dit, Jean-Luc. En particulier, c'est celui de la norme et des réglementations qui sont parfois incohérentes. François, vous avez fait allusion à l'urbanisme et à tout ce qui touche le bâti. Eh bien, il faut savoir que parfois les réglementations sont même contradictoires, parce que qui respectent ce que l'on appelle l'ART, c'est la réglementation thermique 2012 et maintenant 2020, qui amène à avoir une ventilation par l'intermédiaire de systèmes autonomes. Et vous avez des préconisations en santé publique qui sont de ouvrir les fenêtres pour avoir une bonne qualité d'air. Ce qui fait que chacun, dans leur réglementation, va des préconisations, des recommandations, et alors que l'autre partie qui va travailler sur le sujet n'a pas la même contrainte. Et donc, cette vous êtes tous engagés politiquement, c'est-à-dire que vous avez le pouvoir de décision. De quelle façon on peut les faire cohabiter et surtout de quelle façon on peut les faire changer. Là, la parole est libre. Le premier qui lève la main, je lui donne la parole. Jean-Luc, il faudrait que vous mettiez votre micro si vous voulez prendre la parole.
Catherine, on t'entend pas. En fait, moi, c'est juste pour vous dire que sincèrement, c'était tellement haché que autant le coup d'avant, j'ai réussi à comprendre la question, mais là, Mais moi, je pense que sans mes oreillettes, c'est meilleur. Hein. Est-ce que vous m'entendez mieux, là, comme ça? Oui, un peu mieux. Oh, on vous entend un tout petit peu mieux. Oui. On n'a pas compris vraiment là où en était la question. Alors, je disais qu'il y avait des normes et des réglementations qui étaient différentes en fonction des professions et que les réglementations en particulier sur la qualité de l'air intérieur pouvaient être ouvrir les fenêtres en santé publique et répondre à une réglementation technique, la réglementation, la RT 2012, pour les professionnels du bâti qui consiste à avoir des systèmes de ventilation qui sont complètement différents. En particulier, est-ce que là, vous avez entendu? Allô? On a entendu avec on a entendu avec c'était quelquefois haché. Mais je prendrais bien la parole. Attends, Françoise, est-ce que tu peux fermer ton micro pour voir si quand tous les micros sont fermés, c'est meilleur? Voilà. Est-ce que je peux recommencer et est-ce que vous m'entendez bien là? Non, mais je crois qu'on a entendu la question, mais maintenant il faut que vous passiez la parole à qui la demande ou pas. Alors, moi, je prendrais bien la parole. Françoise, vous voulez répondre? Moi, je propose d'écouter Françoise. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, par rapport à la question d'avant, j'avais envie d'ajouter sur la référence ou l'utilisation de tout ce qui est la science, l'appel à la science. Moi, j'avais envie d'ajouter des petits trucs. Parce que évidemment, on fait appel à plein de types de recherches, de recherches différentes. Évidemment, à de la recherche académique. Par exemple, on bosse pas mal avec des labos du CNRS, INSERM, université, sur des choses qui sont en même temps assez concrètes. Par exemple, ZFE. ZFE, il y a dans la lutte contre la pollution atmosphérique différents types de dispositifs. La zone à faible émission en est un parmi beaucoup. Mais qu'est-ce que ça entraîne en termes de réduction ou non d'inégalités sociales en santé environnementale? On sait que certains dispositifs augmentent les inégalités, d'autres les diminuent. Des dispositifs dont on peut penser que globalement sont des bons dispositifs pour lutter contre certains polluants. Mais ça, c'est une question qui fait partie, me semble-t-il, de la recherche de type académique et là, on soutient l'université qui s'est lancée dans une telle recherche. Mais j'avais envie, évidemment, l'expertise, je ne vais pas revenir dessus, l'expertise, même si les différences ne sont pas toujours tellement claires entre recherche fondamentale et expertise, mais en matière de décision, ce que je vous racontais sur l'urbanisme et on interdit de construire là, évidemment, c'est en relation directe avec les cartes stratégiques que font les ASCA directement. Les cartes. Une remarque que j'ai vue sur le chat et qui est très vraie, on peut protéger les gens, le mieux quand même, c'est de lutter à la source. Agir sur l'urbanisme, tout qu'on fait, c'est une rustine. Le meilleur truc, c'est de jouer sur le trafic, etc., etc. Je passe. En termes de recherche, il y avait quand même quelque chose aussi qui nous semble très intéressant et qu'on essaye de soutenir certainement plus qu'avant avec l'ancienne équipe, qu'on pouvait le faire dans l'ancien mandat, c'est tout ce qui est de l'ordre de la recherche, disons, participative, collaborative. C'est-à-dire, alors il y a des choses simples, hein, par exemple, donner des microcapteurs aux citoyens qui font qu'ils deviennent en même temps acteurs de données, j'arrive plus à trouver mes mots, de transmission de données. Mais ça peut aller plus loin, plus loin. Par exemple, en termes j'allais presque dire de médiation scientifique. Je m'explique. C'est vrai que
et en tant qu'élu, mais aussi pour les citoyens, il y a des questions d'ordre complexe qui se posent. C'est des questions complexes. Et à ces questions complexes, souvent, il ne peut pas y avoir de réponse univoque. Et entre la réponse et cette question complexe, il y a la possibilité de la science. Et moi, nous, c'est ce qu'on essaye. Il y a des dispositifs de recherche qu'on utilise, hein, c'est ce qu'on appelle les ZAEU, je ne sais pas si vous connaissez, les zones ateliers. Tu peux m'aider, Jean-Luc Fugit, je vois que tu es en environnement urbain, qui est effectivement des scientifiques de plusieurs disciplines qui se mettent ensemble et qui, à des questions complexes que peuvent se poser la société civile ou les élus, essaye d'abord de traduire ça en question de recherche et essaye effectivement de faire avancer les choses. Moi, j'avais envie j'ai été un peu longue, mais je trouve que la référence à la recherche, c'est extrêmement important, mais ça fait aussi partie du jeu démocratique et je pense que l'intervention de la science dans ce jeu démocratique est tout à fait importante. Merci de cette intervention. Vous m'entendez bien là? Vous m'entendez bien? Bon. Merci de cette intervention, Françoise, parce que ça me permet d'arriver à la question suivante, qui était quelle influence et quelle place donnez-vous à l'usager et aux médias, aux réseaux sociaux et à la surinformation Internet dans votre processus de décision? Moi, je veux bien. Jean-Luc, si vous permettez, je vais donner la parole à Damien parce qu'il doit nous quitter dans 10 minutes. Donc, je lui donne la parole et il pourra partir l'esprit serein. À moins qu'il ne soit déjà parti. Non, je suis là. Allô. Je suis avec vous. Quelle place je donne aux citoyens, aux médias et quoi d'autre? C'était quoi l'autre partie? Je n'ai pas noté. Aux médias et à la surinformation, c'est ça. Voilà, et à la surinformation par les réseaux sociaux et Internet. Les réseaux sociaux, c'est pas de l'information. Déjà, on ne donne pas une information en 180 caractères. Donc, je ne tiens pas compte des réseaux sociaux dans les décisions publiques. Les médias, aujourd'hui, et je pense que c'est Jean-Luc Fugit qui en parlait tout à l'heure, malheureusement, ils laissent peu de place aux sujets fouillés, donc hormis certaines émissions, mais les journaux d'information, dans le rythme imposé par l'information en continu, je le vois souvent, moi, on vient pour faire un sujet d'1 minute et on repart, et c'est comme ça que les médias vivent aujourd'hui. Il y a peu de médias qui donnent 1 semaine à une équipe pour aller faire un tournage de fond en comble sur un sujet pour aller l'examiner. Donc, je regrette aussi, même s'il y a des choses intéressantes parfois, mais ça se fait rare. Et les citoyens, c'est dans la co-construction. C'est donc porter à connaissance des citoyens, parce que comme je dis, ils ne l'ont pas forcément par les médias, par la presse ou par les réseaux sociaux, c'est leur apporter cette connaissance, et c'est ce qu'on a fait nous en mettant en place cette université populaire à Grande-Synthe, c'est pour faire intervenir un certain nombre d'acteurs sur les champs de la santé publique, sur la santé environnement, mais sur plein d'autres phénomènes aussi de société. Donc c'est informer la population et la faire participer à la décision collective par la suite. Mais on n'a pas trop de mal sur ce champ de la santé environnementale et des précautions, parce que là, c'est ce que demande aujourd'hui. Enfin, je pense qu'on est dans une période de la société très particulière, où les gens aujourd'hui ont peur de ce qu'ils mangent, ont peur de l'air qu'ils respirent, ont peur de l'eau, la qualité de l'eau qu'ils boivent. Et les jeunes qui sont en âge de faire des enfants, ils n'en font pas parce qu'ils se demandent dans quelle société ils vont vivre demain, dans quel monde ils vont vivre demain. Donc c'est quand même assez affreux, cette solution. Donc dès que un acteur public responsable politique local associe les habitants
pour dire on va travailler pour que vous ne tombez pas malade et pour améliorer les conditions de santé, ils sont tous, je vous parlais tout à l'heure de 10% des foyers qui sont venus se former à la création, à la fabrication de produits ménagers ou de cosmétiques à base de produits naturels. Voilà, ils adhèrent complètement à la démarche et du coup, c'est facile de co-bâtir avec eux et ils comprennent quand on élabore, comme je disais tout à l'heure, le plan local d'urbanisme intercommunal en fonction de ces environnements de vie dont on parlait au début, de la qualité de l'air, de l'exposition à la pollution ou de l'exposition au bruit. Ils comprennent qu'on mette des contraintes comme celle-là parce qu'ils ne comprennent pas d'ailleurs qu'on ne l'ait jamais fait avant. Et donc, une fois qu'ils ont l'explication, il y a l'adhésion de cette population. Donc, c'est plus une place à la recherche et à l'information que je mettais en place dans mon mandat de maire que le média ou les réseaux sociaux. Moi, je suis très méfiant par rapport à ça. Et donc, voilà, c'est comme ça que je travaillais, au moins au niveau local. Merci pour cette réponse. Est-ce que je pourrais poser la question pour savoir de quelle façon en Suisse on s'approprie cette question, c'est-à-dire comment les usagers, les médias, les réseaux sociaux et la surinformation Internet est prise en compte dans le processus de décision. Je vous laisse la parole. Si vous me permettez, Catherine, je ferai aussi une fusion des questions 3 et 4 et 5 parce que j'ai un peu sauté mon tour sur la première partie des discussions. Peut-être juste revenir très rapidement sur l'apport scientifique par rapport à la décision publique. Je pense que bien entendu, c'est comme chacun des interlocuteurs l'a dit, c'est très important de se baser sur la science pour avoir une décision politique la meilleure possible. On verra après avec la question que vous venez de poser ce qu'il y a d'autre aussi pour composer cette décision politique. Mais par contre, ce qui a été évoqué comme anecdote par M. Fougy, je crois, au début, sur l'interrogation du nouveau maire de Lyon, et puis vous avez dit tout à l'heure, ah, mais je lui ai recommandé de lire tel ou tel livre. Alors, moi, je pense que déjà, il faut réconcilier un peu la science et le politique, on en a besoin. Il y a quand même une relation de confiance à établir. Et puis, ça passe aussi, à mon avis, par une sorte de traducteur. Parce que moi, je ne sais pas vous dans votre action politique, mais moi, j'ai le service d'architecture, j'ai le service informatique, j'ai le service du cadastre, j'ai le service du logement et des gérances, j'ai le service des parcs et domaines qui s'occupe d'agriculture et de viticulture, et puis j'ai des projets de développement autour de l'agrandissement de la gare de Lausanne. Si chacun me donne un livre à lire scientifique sur chacun des domaines, je pense que je ne vais pas y arriver et je ne vais pas tirer le meilleur profit justement de cet apport scientifique qui est essentiel pour former une décision politique. Donc, moi, je plaide aussi pour qu'on ait des traducteurs et qu'on travaille aussi justement sur cette interface, ce qui me permet aussi de parler d'un projet concret qu'on a ici en ville de Lausanne. On a justement une plateforme qui s'appelle Interface avec l'Université de Lausanne et notre école polytechnique. On se voit au niveau du gouvernement de la ville 3 fois par année avec eux pour aussi imaginer comment on peut travailler ensemble pour créer des équipes mixtes entre les gens de l'administration et les chercheurs de ces académies. Et je pense qu'on se trouve vraiment très, très bien avec cette manière de travailler. Et puis, peut-être parce que je suis politologue et faire le lien avec ce qu'on a évoqué aussi tout à l'heure, je pense que tout ce qu'on discute maintenant à travers toutes les questions qu'on vient d'évoquer, et notamment celles sur l'apport de la science dans la décision politique, moi qui viens de la science politique, je plaiderais aussi beaucoup qu'on s'appuie sur une expertise professionnelle pour travailler sur les structures organisationnelles de nos administrations publiques, parce que je crois que ça a déjà été dit dans le cadre du débat, on peut faire tout ce qu'on veut, mais si on continue à avoir des administrations cloisonnées qui n'innovent pas non plus dans la manière de faire la chose publique, ben, je pense qu'on va pouvoir s'époumoner un bon moment parce que le travail en silo ne va pas apporter grand-chose
pour notamment la question connexe qui était posée par vous, Catherine, tout à l'heure, sur la mise en cohérence des différentes normes. Je pense que ça passe aussi par un approfondissement scientifique, parce que c'est aussi une science, la science administrative, qui passe justement par cette… en tout cas en Suisse, j'appellerais ça une révolution qu'il faudrait faire sur notre structure organisationnelle. J'ai en mémoire des politologues intéressants qui disaient comment certaines administrations par le passé se sont développées en fonction des grandes constructions hydrauliques, des constructions comme la muraille de Chine. C'est très très loin, mais ça permet quand même de montrer à un moment donné qu'on doit aussi faire évoluer les structures organisationnelles de nos institutions publiques. Sinon, on va être vraiment mal pris, si vous me passez l'expression, par rapport à la complexité qu'on doit gérer. Et puis sur la question, alors là, des réseaux sociaux, de l'apport des médias, j'ai entendu le mot de méfiance. Alors oui, il y a peut-être de la méfiance à avoir, mais je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. En tout cas, au niveau lausannois, en tant qu'institution publique, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres collectivités publiques qui font de même partout en Europe, on a notre incursion sur les réseaux sociaux. On est en capacité d'échanger avec la population, mais bien plus largement que la population avec d'autres acteurs. On a aussi des moyens de réguler les échanges qu'il y a sur ces réseaux sociaux. Ça nous permet de sentir un petit peu de manière différente que par des instruments de démocratie semi-directe que nous connaissons ici en Suisse, un peu le ressenti de la population. Alors certes, ce ressenti, ce positionnement s'exprime de manière très forte, très exacerbée certaines fois, de manière peut-être un peu plus violente ou un peu plus passionnée que quand on a d'autres instruments qui nous permettent de capter justement la voix de la population. Ça reste en tout cas pour nous ici à Lausanne un instrument intéressant. On l'a vu aussi pendant cette période de semi-confinement chez nous. On a pu continuer à faire nos démarches participatives avec la population grâce aussi au virtuel. Je pense encore une fois qu'il faut mettre les cautèles qu'il faut, mais il ne faut pas rejeter. Et en tout cas, ça nous permet sur différentes thématiques d'avoir également des lanceurs d'alerte locaux. On l'a beaucoup observé, par exemple, pour la problématique de l'arborisation des villes. On a un réseau de personnes identifiées qui nous indiquent, parce qu'on ne peut pas être partout non plus, quand il y a des coupes qui se font peut-être de manière un peu sauvage, parce que ça existe aussi en Suisse, de notre patrimoine arboré en ville. Ça nous permet d'identifier aussi certains de ces problématiques-là. Et puis, par rapport à ce qu'on vient de discuter sur ces dernières questions, par rapport à l'expérience scientifique, on voit aussi que l'expérience justement d'usage d'expérience de la population, elle est très utile. En ville de Lausanne, on développe avec mes collègues depuis justement cette législature beaucoup de démarches participatives qui permettent aussi de faire le lien avec les réseaux sociaux et les médias, qui accompagnent dès la conception de politiques publiques ou de projets justement la ville de Lausanne pour avoir un équilibre entre cette expertise de professionnel et cette expertise d'usage. On le voit beaucoup et on le pratique beaucoup dans des projets d'aménagement et c'est ce qui fait recette, en tout cas, il nous semble, pour avoir des politiques publiques et des projets qui correspondent beaucoup plus aux attentes et aux besoins de la population. On est aujourd'hui en capacité de se dire on développe beaucoup les démarches participatives sans rejeter l'expertise professionnelle, ce qui a été un peu le cas à certains moments. Et c'est cet bel équilibre maintenant qui fait, à notre sens, des politiques publiques et des projets meilleurs. Merci pour votre communication et de nous donner. Il y a une question qui vient d'être posée, à savoir pourquoi les industriels sont à ce point absents de vos témoignages. La parole va être donnée à soit Jean-Luc, soit Françoise, que je ne vois plus. Jean-Luc, vous prenez la parole et vous laissez après le passage de moi à Françoise pour qu'elle prenne aussi le relais sur la réponse. Oui, je veux bien réagir à cette problématique d'influence, etc.
Pourquoi je ne répondrai pas à la question pourquoi les industriels ne sont pas là, puisque je ne suis pas organisateur de. Mais c'est vrai que ce serait intéressant. Et puis, en fait, les industriels, c'est comme avec tout le monde. Je crois qu'il faut écouter tout le monde. Moi, en tant que parlementaire, depuis 3 ans et demi, je commençais par ça. Je voulais vous dire que, bah oui, je rencontre les industriels. Bah oui, je discute avec tout le monde. Moi, je ne refuse jamais un rendez-vous. Enfin, si ce sont des gens qui me proposent qui sont réputés étant, comment dirais-je, des extrémistes dans certaines expressions par rapport à la vie sociale ou sociétale, non, là, par contre, voilà, j'ai mes limites. Mais après, j'assume complètement de rencontrer tout le monde, n'importe quelle ONG qui discute avec moi, n'importe quelle industrie qui discute avec moi, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que de ne pas ne serait-ce que écouter, échanger, expliquer. Et moi, je pense qu'il faut sortir de la paresse intellectuelle et de la croyance toute faite. Et ça, parce que ça, c'est aussi dangereux, faut le dire, en matière notamment d'écologie. Moi, je voulais aussi vous dire que par rapport à tout ça, j'ai toujours été, avant que je sois élu, j'étais élu en 2017, j'ai toujours été extrêmement frustré de voir comment les choses étaient réduites médiatiquement. Je pense que Damien Carême l'a très bien expliqué tout à l'heure. Et c'est la raison pour laquelle de 2008 à 2017, je me suis lancé bénévolement au départ à l'invitation d'un copain élu municipal dans une petite commune qui faisait une fête autour du développement durable et qui m'a demandé si je voulais bien venir échanger avec la population sur les questions dans le cadre d'une fête. Un dimanche matin, je l'ai fait en plus, c'est bizarre. Donc une intervention autour des enjeux de la qualité de l'air, l'énergie, etc., etc. Je me suis retrouvé le dimanche matin avec 50 personnes. J'étais super content quelque part parce que je me disais, moi, je vais pas avoir que 3 personnes à qui je vais essayer d'expliquer des enjeux, etc. Et puis je me suis aussi lancé avec quelques amis dans la rédaction de bandes dessinées scientifiques sur lesquelles j'ai toujours gagné entre 0 € et 0 €. Donc, si on n'est pas là, c'était juste pour une association, etc. Et on n'est pas là pour vendre, on est là pour faire passer des messages. Essayer de poser clairement des enjeux sur l'air, sur les emballages, etc., etc. Après, chacun se fait son idée, notamment au niveau du vote. Et en parlant de ça, moi, j'attire aussi votre attention, quitte à contrarier certaines personnes, sur le fait que quand on est sur ces sujets-là, il y a des gens qui ne maîtrisent pas les sujets et qui parfois, du coup, sont sur des croyances, etc. Et il y en a engagés en politique dans tous les partis. Je pourrais vous le dire, voilà. Et je le dis clairement, y compris dans ceux qui se réclament de l'écologie à tout prix, voilà. Je vais donner pour preuve un exemple. Moi, dans la loi économie circulaire du mois de janvier dernier, j'ai fait voter un amendement qui a reçu donc l'accord du gouvernement, que j'ai travaillé pour strictement réguler quelque chose qu'on croyait qui était déjà interdit, mais qui n'était pas, qu'il était parfois sous l'autorisation des préfets, etc. Enfin bon, bref, l'autorité des préfets, clairement, l'histoire du brûlage des déchets verts. Et notamment, j'ai mis fin, donc, toute interdiction de brûlage de déchets verts dans les parcs, interdiction maintenant de louer ou de vendre donc des incinérateurs pour les parcs, etc., etc. Et j'ai été attaqué localement parce que j'avais mis ça sur mes réseaux sociaux, j'assume complètement, une présentation que j'avais fait voter ce genre de choses, et j'ai été attaqué localement dans ma circonscription. Et je le dis sans aucune animosité, parce que on s'en expliqué, par le responsable donc du Europe Écologie Les Verts, et un parti politique auquel je n'appartiens pas et que je respecte complètement. Et local ici, il m'a attaqué là-dessus. Ah, je comprenais pas. J'étais voir s'il avait des attaques qui disaient que voilà, ça allait embêter les gens qui faisaient leur nettoyage de jardin, etc., que vraiment ils trouvaient ça, que j'étais en gros, je faisais du zèle et je faisais ça, etc. Genre, on peut le trouver quand on fait sociaux. Je l'ai appelé, je lui ai dit, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu racontes, quoi? Donc, voilà, je lui ai expliqué que 50 kilos de déchets verts brûlés au fond d'un jardin, c'est autant de particules fines que 1300 km avec un vieux diesel. Ou 13 000 km avec un diesel récent. Et je lui ai dit, et ça, c'est des données scientifiques, c'est établi avec le CITEPA, etc., etc. Et donc, je lui ai donné tout ça, ça m'a un peu agacé, comme vous voyez que je suis là, et je lui ai dit, mais enfin, quand même. Et donc, du coup, j'ai rétabli la vérité sur les réseaux, etc. Et il m'a dit, ah bon, après, il m'a dit, oh, mais je ne savais pas. J'ai dit, ben voilà, mais quand on sait pas, on sait. Et que le meilleur moyen voilà, quand on a rien d'intéressant à dire dans l'action publique, ben, le meilleur moyen, c'est de ne pas le faire savoir. Et donc, oui, ça m'agace. Parce qu'on appartient à un mouvement qui est engagé sur un sujet, on croit que du coup, on a la science infuse sur tout. Ben non. Et donc, arrêtons là aussi, dans l'action publique,
nous-mêmes, déjà, les acteurs publics, de mettre les gens dans des cases en disant si tu es dans telle case, tu es un bon sur ces sujets-là, si tu es là, tu es un mauvais. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et donc ça commence par ça. La deuxième chose, par rapport aux citoyens, moi, je suis un grand fervent des échanges directs. J'ai pas besoin d'écouter BFM TV pour savoir ce que pensent mes concitoyens. Donc, les 38 communes et les 130 000 habitants que je représente, mais je les rencontre au maximum. Alors, vous allez me dire, pas en ce moment, je vais vous dire quand même quand je fais. Je vais encore en avoir une dizaine ce soir en visioconférence. Je fais des visioconférences citoyennes. J'en ai encore une ce soir à 18h30. J'en aurai une demain matin. On va aborder tous les sujets. Je suis là pour me faire engueuler. Je suis là pour écouter. Je suis là pour échanger. Je suis là pour expliquer. C'est la règle des 4 E. Et j'ai organisé 14 séquences du grand débat, notamment l'un avec le ministre de la Transition écologique. Il y a eu des débats, il y avait 300 personnes, et très intéressant. Et à chaque fois, on a eu des sujets, donc le sujet écologie, on a eu des sujets sur le glyphosate, par exemple, où j'ai vu des citoyens s'expliquer avec d'autres citoyens que je connaissais même pas, de communes voisines, où, par exemple, un agriculteur qui fait de l'agriculture de conservation des sols est venu expliquer qu'est-ce que c'était que l'agriculture de conservation des sols. Une agriculture qui est extrêmement vertueuse, qui a besoin 3 semaines dans l'année de l'usage d'une fois de glyphosate à des doses faibles, mais dans l'interculture, et qui tout le reste du temps vous présente un sol de bien meilleure qualité que l'agriculture biologique, etc. Et donc là, il y a plein de gens qui ont là sur la ferme. On a monté un jour une opération sur la ferme pour que les gens puissent venir voir, bêcher la terre, se rendre compte, comparer, etc. Des choses comme ça. Donc ça, c'est voilà, sortir de la paresse intellectuelle. Ça veut dire accepter l'idée de voilà. Parce que sur les réseaux, parce que là, c'est les fake news. Encore hier soir sur mes réseaux, j'ai été répondre à 2 personnes qui m'attaquaient sur des sujets qui n'ont aucun sens. Et une fois que j'ai mis les explications, déjà, je sens moins d'attaques derrière. Et donc, je veux dire par là que voilà, je pense que sur les réseaux sociaux, évidemment, on exacerbe s'expriment souvent ceux qui ont des avis très tranchés. Et moi, ce que je leur reproche, c'est pas d'exprimer un avis, parce que la liberté d'expression, je suis naturellement favorable. Mais par contre, ces avis qui sont basés sur de simples croyances sans aucun fondement sont terribles sur les sujets sur lesquels nous discutons aujourd'hui. Et ça, moi, vous voyez, ça me fait un peu peur, je l'avoue. Et je pense que il faut vraiment qu'on soit extrêmement prudent. Et si je reprends un dernier exemple par rapport à la pollution de l'air, vous voyez, par exemple, ce mercredi, au Conseil national de l'air, la ministre nous a annoncé quelque chose que moi je trouve très bien, que je leur pousse là-dedans depuis longtemps, vouloir travailler plus sur le problème du chauffage au bois non performant, qui pose de gros problèmes d'émissions de particules. Quand j'ai été expliquer ça sur les réseaux mercredi soir, j'ai pris le temps d'expliquer en plusieurs phrases que ça voulait dire chauffage au bois non performant. Pourquoi? Parce que une réduction faite par un journaliste ou par quelqu'un malveillant, etc., va vous dire, tiens, le député machin, il est contre le chauffage au bois. Il veut nous priver du plaisir, machin, etc. C'est pas ça. Je suis pas contre le chauffage au bois, je suis contre le chauffage au bois non performant. Il faut expliquer ce que c'est, etc., et pourquoi il y a un impact sur la pollution, machin, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, pour en finir avec ça, je pense que dans les processus de décision, eh bien, en effet, on a un gros souci. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je suis extrêmement frustré quand je vois ce qui se passe avec notamment certains médias qui parfois ne nous laissent pas le temps d'expliquer les choses. Expliquer les choses, ça ne veut pas dire que quand vous laissez quelqu'un s'expliquer, ça ne veut pas dire que vous épousez son explication, vous êtes d'accord avec lui ou elle. Mais au moins, vous le laissez exprimer clairement un point de vue argumenté, etc. Et quand vous n'avez pas le temps d'argumenter, vous réduisez. Du coup, on vous pousse à réduire. Parfois, votre expression, du coup, elle est elle-même, moi, je suis pas un professionnel, elle est tellement réduite qu'à la fin, bah oui, quelqu'un peut en plus aller en faire une extraction de l'extraction, et à la fin, bah, vous vous retrouvez avec quelque chose qui est nul, et qui est même, parfois même, contradictoire avec l'idée que vous vouliez développer. Et voilà pourquoi nous sommes dans une société de la paresse intellectuelle, dont il faut qu'on arrive à sortir. Et je vous le cache pas, moi, c'est un sujet qui m'angoisse un peu, parce que qui me fait peur, je ne le cache pas, parce que je trouve que pour convaincre les gens, on a besoin de prendre le temps et le temps d'expliquer un certain nombre de sujets. Et quand on n'a pas le temps, bah, du coup, on va au plus vite, ou alors c'est déformé. Et à ce moment-là, bah, vous avez tout un tas de gens qui, eux, prennent le temps de trafiquer ce que vous dites et le déformer. Et à ce moment-là, c'est vite parti. Et vous montez comme ça en épingle le sujet. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, on a un rôle important à jouer. Alors, moi, je suis pour que on travaille l'esprit critique vraiment de nos jeunes. Et mes bandes dessinées, c'était faites pour ça.
on a fait des animations dans des collèges, etc. Il faut sortir de la paresse intellectuelle. Merci. Et pour ça, il faut voilà ce que je voulais vous dire avec conviction. Merci de votre intervention. Minute et je voudrais que ce soit Françoise qui prenne la parole sur ce sujet. Quelle place est donnée aux usagers, mais aussi aux industriels dans la prise de décision que vous êtes amenés à prendre et à faire et à appliquer? Alors, je vais essayer d'être aussi brève que possible en parlant d'abord des usagers que je préfère, pour ce que je vais dire, appeler citoyens ou concitoyens. Simplement pour dire que je pense que sur les questions notamment de santé environnementale, il y aura de plus en plus de débats citoyens demandés, attentes fortes de nos citoyens pour qu'il y ait du débat sur les questions de santé environnementale. Sur Strasbourg et l'Eurométropole, signe politique. D'abord, il y a une vice-présidente de la démocratie participative à la métropole, et sur la ville de Strasbourg, il y a une adjointe, ce sont des femmes toutes les deux, à la démocratie participative. Les 2 prochains débats citoyens. Donc, en termes de méthode, on va être assez proche de ce qui a été fait lors de la Convention citoyenne pour le climat en termes de méthode, vont avoir lieu sur des sujets qui ont un aspect de santé environnementale, peut-être ou pas. Hein. Donc ça, c'est aussi sujet à controverse. Je veux parler de la question de la 5G, où évidemment il y a des questions de sobriété énergétique, il y a des questions de sens de la 5G, de faire de la 5G, il y a des questions notamment pour Strasbourg, puisque vous savez que Huawei veut s'installer à Strasbourg, il y a des questions de cybersécurité, etc., etc. Mais il y a aussi des questions que se posent les gens d'impact sur la santé. Débat citoyen là-dessus. Autre débat citoyen, c'est sur la ZFE, la zone à faible émission, puisque évidemment, alors je vais pas prolonger l'histoire. La zone avait faible émission. On est en plein dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est quand même un des premiers postes, le trafic routier d'émissions de gaz à effet de serre. Et on est aussi sur les questions de pollution atmosphérique et de santé. Donc, on fera ça y est, ça a été décidé, un débat citoyen sur simplement donc pour vous dire que la démocratie participative, parallèlement à la démocratie représentative, doit absolument, et nous on veut donner vraiment on veut renforcer tout cet aspect-là, et de plus en plus, j'en suis persuadée, ça va se faire y compris sur des questions de santé environnement. Par rapport aux industriels, très vite, juste après cette table ronde, je rencontre 2 industriels, alors que je suis pas du tout sur des questions d'ordre économique, comme vous l'avez vu, 2 industriels du port autonome, 13 000 salariés, qui viennent me voir, y compris pour des questions de santé environnementale. Parce que, peut-être juste quelques petites choses à dire. Évidemment, on a quelquefois des clichés, les industriels, c'est vraiment des gens qui polluent, etc., etc. Bien évidemment, mais pas que. Les industriels, si on veut y arriver de toute façon, notamment, je parle de la lutte contre le réchauffement climatique, la transition écologique, il faut qu'on y aille tous ensemble. Et les industriels, c'est aussi des gens qui ont des enfants et des petits-enfants. Et les industriels, pour en avoir discuté avec eux, ils se posent des questions, y compris sur, je vois quelqu'un là, PDG d'une grosse boîte de stockage d'énergie fossile, clairement, elle dit « mon activité terminée, je le sais ». Donc, aider, moi j'ai besoin d'avoir une stratégie interne au groupe qui permet de réorienter. Et comment est-ce qu'on peut en discuter, y compris avec des gens comme vous, au niveau des élus. Voilà, je vais pas trop m'apesantir là-dessus. Et puis, bien évidemment, dans des hubs, des clusters, j'allais dire, d'industrie, il y a toutes les possibilités d'économie circulaire, d'énergie fatale, etc. Je vais pas trop m'apesantir là-dessus.
Ce que je veux dire simplement, c'est que de façon plus large, je suis persuadée, enfin nous sommes persuadés au niveau donc de la métropole et de la ville de Strasbourg que là où on est, la situation en termes de réchauffement climatique notamment, exacerbée par ce qui se passe dans la crise actuelle. Il va falloir qu'il y ait une évolution de notre mode de production et de notre modèle économique. Ça a déjà commencé. Mais là, il va y avoir une accélération. Il faut changer, réorienter ce type de modèle, le modèle dans lequel on est. Et là-dessus, il y a quand même, on discute beaucoup avec la CCI, avec la chambre de commerce et d'industrie ou avec d'autres chambres consulaires. Bien évidemment, on n'est pas dans une histoire et il faut changer tout de suite et c'est demain qu'on va y arriver. Non, ça va prendre du temps, mais notre rôle d'élu, y compris par rapport à des aspects de qualité de vie, de cadre de vie, de santé publique, notre rôle à nous, élus, c'est d'influencer aussi autant que faire se peut. Et nous sommes à l'heure actuelle en train d'élaborer avec les industriels de notre territoire ce que nous appelons un pacte de l'économie durable, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a deux choses, écologique et durable. Voilà. Et donc, c'est en train de se construire à l'heure actuelle. Bien sûr, je ne suis plus une totale utopique, mais je pense qu'il y a des questions de ce type-là qui se posent là, aujourd'hui. Et nous, élus, nous avons des responsabilités pour effectivement faire en sorte que ces réorientations, ces évolutions en co-construction ou en concertation très, très appuyée, avec évidemment des controverses, avec évidemment des débats, avec évidemment des contradictions, mais que tout ça puisse évoluer dans le sens que nous voulons, c'est-à-dire, in fine, le bien-être de nos concitoyens, un cadre de vie, une qualité de vie et surtout un univers durable. Voilà, je vous remercie. Françoise, on arrive à la limite du temps qui nous était imparti. Donc, je vais vous demander à chacun de conclure, mais vous avez 5 mots pour conclure. Donc, il faut que vous trouviez les mots-clés qui vont permettre de conclure cette table ronde. Donc, je vous remercie parce que la densité et tout ce que vous avez développé ne peut que contribuer à la santé environnement. Je vous donne la parole, Natacha. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si je vais avoir 5 mots, mais peut-être en tout cas un. On a vu dans nos discussions peut-être le mot réconciliation entre la science et le politique. Et puis peut-être sur la dernière question, réconciliation entre le public et le privé. Peut-être finir sur cette note-là pour être rapide et laisser du temps aussi aux autres. Je pense qu'il est complètement stérile de vouloir continuer à opposer le public et le privé. S'il n'y a pas d'alliance, il n'y aura pas d'avenir. Et on le voit dans différents domaines, que ce soit dans la maîtrise foncière, quand on veut végétaliser une ville, que ce soit quand on veut lutter contre le gaspillage alimentaire avec les restaurateurs, ou que ce soit pour développer des démarches participatives avec des promoteurs immobiliers ou pour faire justement de l'urbanisme et de l'architecture durable. C'est dans une réconciliation justement entre le privé et le public que ça pourra se faire, sinon pas d'avenir. Encore une fois, pour finir sur une note super positive, peut-être le deuxième mot que je prendrais, c'est participation. Je pense que l'avenir aussi de nos villes, de nos villages, des différentes échelles territoriales passe par la participation. Je faisais un petit commentaire sur participation citoyenne. C'est vrai que chez nous, ce mot est un peu trop exclusif parce que trop lié à l'exercice des droits civiques
Donc, on préfère dire la population et les habitants. Bref, et puis peut-être un dernier mot, c'est outils d'aide à la décision. En Suisse, on est encore vraiment en retard sur l'implémentation d'outils d'aide à la décision. Et moi, je plaide justement auprès de mes collègues, parce que c'est vrai que ça n'intéresse pas tellement de monde, parce que c'est pas toujours très sexy, je peux le dire, comme ça pour la gestion publique, mais c'est vraiment essentiel d'avoir des outils d'aide à la décision. On a parlé des évaluations d'impact sur la santé, on peut parler de l'évaluation des choix technologiques, on peut parler de l'évaluation des politiques publiques. Il y a pas mal d'outils et il faudrait les pratiquer et tirer profit justement de ces outils d'aide à la décision. Voilà. Merci beaucoup. Jean-Luc, 5 mots et Françoise terminera avec 5 mots. Merci. Non, déjà, je vais en prendre un pour vous remercier de m'avoir invité. J'espère que pour celles et ceux qui nous ont écoutés, ça aura été intéressant. Je pense qu'il y avait des exemples extrêmement concrets qui étaient très riches. Donc, bravo je trouve, pour organiser ce temps d'échange. Simplement, moi, je dirais, j'avais envie de parler d'exigence et de bienveillance. Je crois que on a des exigences dans notre société. On doit être exigeant avec nous-mêmes, exigeant avec les autres, mais il faut aussi être bienveillant, c'est-à-dire de ne pas considérer que les gens sont dans des cases et donc du coup ils n'ont pas le droit de s'intéresser à tel ou tel sujet. Et donc exigence et bienveillance, on le dit quand on s'intéresse à des relations avec les industriels, avec nos concitoyens, etc. C'est pour moi des conditions de la confiance, ça n'exclut pas évidemment la question du contrôle. Et donc voilà, donc oui, pour rapprocher science et politique, et toujours avoir des approches équilibrées, transversales, et puis quand je parle d'approche équilibrée, moi, c'est ce que j'essaie de faire, tout simplement, je conclurai par là, c'est essayer de trouver vraiment les points d'équilibre entre les ambitions environnementales sur ces sujets santé et environnement, qui sont vraiment le sujet du futur, la pertinence économique qui doit évoluer en fonction de ceci, pas opposer l'un à l'autre, pour moi, c'est l'alliance des deux, ça n'a aucun sens de s'opposer, et puis la justice sociale. Et donc, il faut trouver l'équilibre entre ces trois plateaux. Et la position d'équilibre, rappelez-vous les balances avec l'ancienne balance avec les deux plateaux. La position d'équilibre, c'est très difficile à trouver. On met des petits poids très fins. Eh bien, là, on n'en a pas deux plateaux, on en a trois. Et c'est ça qui fait qu'on doit être exigeant et surtout pas tomber dans la facilité. Donc voilà, pas d'incantation, mais un travail rigoureux pour essayer de progresser réellement. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui partagent ces ambitions-là, avec réalisme et détermination. Encore une fois, merci de m'avoir fait participer à cet échange. On apprend toujours des uns et des autres. Ça m'a fait plaisir de rencontrer certains pour la première fois, comme M. Carême ou Françoise aussi. Pas Françoise, je suis collègue de Suisse, pardon. Et Françoise, je la connais déjà. On aura l'occasion de se revoir. Elle a toujours autant d'énergie et bravo pour tout ce qu'elle fait. À bientôt, au revoir. Merci beaucoup. Françoise, 5 mots, s'il te plaît. Est-ce que tu peux nous les donner? Alors, 5 mots. 5 mots en perspective de la santé environnementale. Alors, ça ne vous étonnera pas si je dis écologie. Écologie, monde durable, premier mot. Ensuite, démocratie. On en a parlé. Voilà, je ne vais pas encore développer. Social, justice sociale, on en a parlé, y compris dans les questions de santé environnementale. Citoyen, je crois qu'on est aussi dans une crise de la citoyenneté. On a parlé un peu des réseaux, des fake news, etc. Mais on pourrait parler aussi de l'abstention. Donc, démocratie, on a beaucoup de leviers, y compris au niveau local. Et je finirai par alliance de tous les acteurs pour qu'on y arrive. Et notamment aussi pour vous dire que je suis présidente au niveau national d'une association d'élus engagés sur les questions de qualité de l'air et de plus en plus sur les questions de santé environnementale, qui justement s'appelle l'Alliance des collectivités françaises pour la qualité de l'air. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci aux participants. Merci à toutes les personnes qui sont restées en ligne. Et je voudrais terminer et conclure en vous disant que moi, je ne savais pas jouer à la PlayStation 3, mais par contre, j'ai vraiment appris énormément depuis qu'on fait ce congrès sous cette forme-là, parce que réellement, j'ai l'impression que vous avez tous été de très bons professeurs pour nous guider et pour faire en sorte que on remette l'humain et le vivant au cœur de la santé environnement.
Je vous souhaite une bonne fin de journée. Maintenant, il y a une pause. Je donne la parole à Mathieu. Merci beaucoup et bonne fin de journée à ceux qui s'en vont, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui partent. Au revoir, à bientôt. Merci Catherine, merci à tous, merci.